Et la guerre qui reprend en Libye, des tirs nourris et des bombardements repris toute la nuit de vendredi et toute la journée de samedi jusqu'à la tombée de la nuit. Dans plusieurs quartiers de la capitale Tripoli, les combats qui ont opposé des milices de vendredi à samedi, donc sur fond de chaos politique avec deux gouvernements rivaux, ont fait 32 morts et 159 blessés annoncés ce dimanche. Le ministère libyen de la Santé selon un nouveau bilan. Notre invité est le journaliste togolais Luc Abaki. Luc, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également. Pourquoi les Libyens n'arrivent plus à s'entendre, selon vous? Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant parce que je crois avoir fait déjà une émission entre-temps ici pour mettre des doutes, ou émettre des doutes sur la perspective d'avenir de la Libye. Et donc, à partir de l'instant où nous savons tous les raisons pour lesquelles le régime de Muammar Kadhafi avait été démantelé en 2011 par l'OTAN, notamment conduit par la France sous la coupole de Nicolas Sarkozy, on peut aisément imaginer que les Libyens ne réussiront pas à s'entendre à partir du moment où leur pays ne leur appartient véritablement plus. Il y a plusieurs bastions, plusieurs clans, plusieurs mouvements, tout simplement parce que l'objectif pour lequel l'OTAN s'était engagé à sauter le verrou libyen, le régime de Kadhafi, c'était précisément de créer le bordel qui va justifier la présence de ces forces européennes en vue de piller systématiquement les ressources de la Libye. Vous savez que aussitôt après la chute du président Kadhafi, le Parlement britannique a eu à faire une enquête et a établi un rapport qui dit clairement que l'objectif de la France en initiant ce processus d'assassinat du président de Muammar Kadhafi, c'était précisément d'abord d'augmenter la cote de Nicolas Sarkozy, qui était en baisse considérable en France, d'augmenter le niveau d'influence de la France en Afrique, de réussir à mettre la main, à opérer une sorte de captation et de prédation des ressources pétrolières libyennes et précisément sauter ce verrou de protection que constituait la Libye sur le Sahel. Voyez-vous? Donc, tous ces éléments réunis montrent clairement que la Libye ne peut pas être stable. Parce que si la Libye est stable avec un régime fort, ça veut dire que la Libye ayant des ressources assez immenses va se construire et va redevenir la puissance d'antan qu'elle était sous Muammar Kadhafi. Et dans ces conditions-là, ça veut dire que les puissances occidentales qui profitent véritablement de ce chaos politique dont vous avez fait allusion à l'introduction ne pourront plus avoir la marge qu'il faut pour aussi bien profiter de la Libye que du Sahel tel que nous sommes en train de le constater aujourd'hui. Il est clair que les Libyens auront véritablement des soucis s'il n'y a pas un sursaut patriotique, s'il n'y a pas un leader charismatique de la trempe de Muammar Kadhafi qui pourra alors accorder les violents et faire en sorte que la voie soit balisée pour créer une nation libyenne qui malheureusement aujourd'hui n'existe pas. Alors, Luc Abaki, vous avez parlé de la France qui, si on peut le dire, est le fil d'Ariane de ce chaos en Libye. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas seulement la France qui profite parce qu'on a deux gouvernements principaux. D'abord, celui de Tobrouk, dirigé par Haftar, que vous connaissez, supporté par la Russie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et le deuxième groupe qui est localisé à Tripoli, dirigé ou bien derrière, on a l'ONU, les États-Unis d'Amérique, la Turquie et le Qatar. Pourquoi? La vérité aussi, c'était que la France n'était pas capable de démanteler le régime de Kadhafi toute seule. Et donc, il a fallu qu'elle s'appuie justement sur l'OTAN. Et donc, aucune force de l'OTAN ne peut intervenir dans une guerre, dans un combat, dans une conquête, sans avoir en arrière-plan la possibilité d'un profit. Donc, vous faites très bien de parler des clans et des différents supports qu'il y a autour justement de des mouvements qu'il y a là-bas. C'est clair qu'à partir de l'instant où il y a ce désordre, il y a ce chaos politique, et il n'y a aucun pouvoir qui a l'aura nécessaire pour, et qui a l'aura et la légitimité pour pouvoir revendiquer les biens
de la Libye, tous les prédateurs en font leur lit. Et donc, on comprend aisément qu'ils puissent avoir toutes les puissances, y compris la Russie, parce que, bien sûr, la Russie a été appelée par une des fractions, de sorte que on puisse préserver les portions de pouvoir que chacun a. C'est une question de bon sens, et c'est clair que l'objectif de l'Occident a toujours été, depuis même les razzias négriers et la colonisation, a toujours été de faire en sorte à avoir la main sur le continent africain. Et donc, on peut aisément comprendre qu'il n'y ait pas que la France et qu'il y ait toutes ces puissances-là. Et c'est intéressant parce que l'Africain doit pouvoir, à partir de cet instant-là, comprendre que, mais en aucun cas, un pays de l'Occident ne peut œuvrer pour le développement quelconque, pour l'épanouissement d'un peuple africain, quel qu'il soit, quel que soit le discours politique qui nous aura été servi par les dirigeants européens, en tout cas de l'Occident. Il faut être certain que lorsqu'ils mettent le pied sur ce continent-là, c'est d'abord pour des questions d'intérêt. Et de ce point de vue, je suis même étonné d'observer qu'il y a des activistes à la peau noire qui défendent la cause d'un État comme la France, qui continue en réalité de jouer sa survie à partir des ressources en Afrique, à partir de son influence en Afrique. Parce que vous savez très bien qu'un pays comme la France n'aurait jamais été membre permanent du Conseil de sécurité, n'aurait jamais eu le droit de veto aux Nations Unies si elle n'avait pas, ou bien il n'avait pas, cette marge d'influence sur les colonies africaines. Vous savez que jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours la France qui rédige toutes les résolutions qui concernent l'Afrique. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour dire tout simplement que toutes ces puissances-là jouent leur survie, jouent leurs intérêts, jouent pratiquement... Mais bien sûr, il n'y a pas... Même si les démarches ou les méthodes ne sont pas les mêmes, il est clair que l'objectif premier de toute puissance qui intervient dans un pays tierce qui n'est pas aussi puissant, c'est d'abord l'intérêt. Et lorsque vous n'avez pas la capacité de défendre votre cause, de faire en sorte à préserver votre souveraineté et à la revendiquer, c'est clair qu'ils vont vous berner avec des discours assez alléchants, mais dans les faits, c'est évident qu'ils vont puiser autant que possible les ressources dont vous disposez et que eux, malheureusement, n'ont pas. Voyez-vous? Alors, Luc Abaki voulait dire que c'est un jeu hypocrite, si on peut le dire, ou bien d'hypocrite que les Occidentaux jouent parce que des accords de paix ont été organisés. Le récent, c'était à Genève, en Suisse. On a vu cet accord de paix également en Allemagne. Tout cela, pourquoi? Oui, mais en fait, il faut animer. Voyez-vous, il faut animer le champ politique. Il faut donner l'impression, il faut distraire et donner le sentiment qu'en fait, qu'il y a des choses qui se font. Mais au bout du compte, en réalité, l'objectif n'est pas d'avoir véritablement un apaisement évident dans le pays, parce que cela n'arrange pas les intérêts de ces puissances-là. Donc, s'il n'y a pas d'action, et bien sûr que les gens vont s'interroger. Et lorsque les Européens prennent des initiatives pour dire, bon ben écoutez, nous allons conduire les processus de paix, les dialogues, etc., c'est tout simplement pour endormir aussi bien les dirigeants eux-mêmes que le peuple, de manière qu'il n'y ait pas une fronde trop élevée, trop concentrée, et trop dure à l'interne. Parce que là, à partir de ce moment-là, il y aura un souci. Donc, on fait en sorte à faire croire que on joue les bons offices, on essaye d'être attentif, on veut la paix, on veut vraiment que l'État libyen se reconstruise. C'est exactement le même schéma qui est envisagé ou qui est préparé au Mali. Et donc, heureusement que les dirigeants maliens se montrent souverainistes, véritablement souverainistes, et font en sorte à dissiper l'ivraie de la vraie politique qui doit pouvoir caractériser la gouvernance d'un État. Et c'est pour cette raison justement qu'il y a autant de ligues, qu'il y a autant de diabolisation des dirigeants maliens. On ne va pas dire qu'ils sont parfaits, mais il est évident que eux, ils ont quand même un objectif et ils ont l'audace de s'affirmer, de se positionner comme un État souverain qui doit être gouverné comme tel. Et donc c'était aussi la posture de Muammar Kadhafi, qui constituait, si vous voulez, la vraie identité même de l'Afrique. C'est-à-dire que la vision que le président, le guide libyen, avait pour l'Afrique, c'était de doter
le continent des instruments de sa souveraineté, de son indépendance, et qui va alors opérer l'ablation de cette, si vous voulez, de cette dépendance que les États africains ont vis-à-vis des pays occidentaux. Et donc, c'est d'ailleurs parce que il a commencé à travailler sur ces instruments de souveraineté, notamment la création d'un fonds monétaire africain et un certain nombre de dispositifs qui devaient provoquer le déclic d'une transformation profonde du continent africain et qui permettrait que l'Afrique puisse s'affranchir de façon progressive de cette dépendance-là. Et donc, le vrai but était, de son démantèlement, était vraiment d'empêcher cette vision-là qui va alors consacrer l'indépendance absolue du continent africain. Donc, ils essayent d'animer pour nous distraire, mais il va falloir que les gens soient suffisamment vigilants pour dénoncer ce désordre et faire en sorte que la Libye puisse enfin se doter d'un leader qui soit véritablement charismatique et capable de s'opposer véritablement à cette prédation qui s'opère malheureusement sous nos yeux en Libye. Alors, en parlant de leader, vous pensez qu'aujourd'hui, la Libye n'en a pas? Il y a le fils Kadhafi, il y a également Khalifa Haftar, il y a d'autres acteurs. Eux, ils ne peuvent pas porter l'idéal. À partir du moment où tous pratiquement sont adoubés par l'une ou l'autre des puissances occidentales, leur dépendance est absolue et leur indépendance est sujette à caution. Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, même si l'un d'entre eux va tenter de s'affranchir, on va lui rappeler sa dépendance et les casseroles qui traînent, et il faut qu'il y ait une reddition de compte. Donc, à vrai dire, ils n'auront pas la possibilité. En tout cas, tout ce monde-là que vous venez de citer aura du mal à commencer à s'affranchir. Parce que, à partir du moment où vous avez pactisé avec le diable, vous devez pouvoir assumer les conséquences. Voyez-vous? Et il me semble que c'est normalement la société civile, les leaders d'opinion en Libye, qui doivent pouvoir faire émerger une personnalité qui puisse... Ben voilà, justement, c'est-à-dire que la démarche est toute simple, c'est de faire en sorte à tuer dans l'esprit même du Libyen la graine du patriotisme, la graine de la souveraineté, la graine de l'indépendance et du respect même de l'identité du Libyen. Et donc aujourd'hui, c'est une structure disparate où chaque portion détient un bout de pouvoir. Et à partir de ce moment-là, on s'appuie sur chaque portion pour puiser autant que possible les ressources dont dispose la Libye. Et donc, il va falloir peut-être que des organisations en Afrique, notamment l'Union africaine par exemple, puissent prendre ce dossier en main. Justement, et donc, qui peut expliquer le silence jusqu'alors de l'Union africaine? Mais vous savez que toutes ces organisations, que ce soit la CEDEAO, la CEMAC et l'Union africaine, c'est des organisations de nom qui, sur le papier, ont des objectifs très nobles, d'une vision claire qui tend donc à donner à l'Afrique les outils dont elle a besoin pour commencer à s'affirmer en tant que continent à part entière. Mais dans les faits, à partir de l'instant où les dirigeants eux-mêmes ont une dépendance notable vis-à-vis donc de ces puissances-là, ils ne peuvent pas mutualiser leur énergie et mener une action qui puisse donner des résultats évidents. À partir même de l'instant où les organisations elles-mêmes là sont financées par ces puissances occidentales, il est évident que leur souveraineté est remise en cause et les dirigeants eux-mêmes étant véritablement dépendants, c'est très difficile. C'est pour ça que j'exhorte les leaders d'opinion, les organisations de la société civile dans tous les pays d'Afrique à s'organiser et à influencer véritablement l'action politique dans tous nos pays. Parce que c'est à partir de cet instant, de ces gens-là, de ces actions-là, qu'on peut contraindre les dirigeants à marcher droit, à comprendre que, mais écoutez, leur propre survie dépend, bien sûr, des actions qu'ils vont mener en faveur des peuples d'Afrique. Autrement, s'il n'y a pas des actions de cette nature-là, dès l'instant où on considère le pouvoir comme une fin en soi, et on a besoin d'être adoubé par une puissance occidentale pour se légitimer
dans le fauteuil présidentiel, l'Afrique sera toujours à la traîne et ça sera vraiment le souhait le plus absolu des puissances occidentales. On voit l'absence de l'Afrique, mais Luc Abaki, au niveau du gouvernement de Tobruk, par exemple, on voit l'Égypte qui s'aligne derrière la Russie, derrière l'Arabie Saoudite et derrière les Émirats Arabes Unis. Oui, c'est vrai que c'est toujours le même schéma. On ne va pas dire que l'Égypte, par exemple, n'a pas d'intérêt en Libye. Ce n'est pas possible. Et puis, il y a les calculs géopolitiques qui font que tous les États ont une dépendance d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, à partir de l'instant où il s'agit d'un pays tiers, il faut toujours voir quel est l'intérêt qu'on peut puiser. Donc, l'Égypte, vous savez qu'il y a eu des pourparlers en Égypte pour des négociations, etc., etc. Mais ça n'a rien donné. Et donc, l'Égypte même ne peut pas non plus décider à la place des Libyens. Voyez-vous, elle va faire ce qu'elle peut en tant que État voisin, etc. Mais tout cela relève des calculs politiques, et des calculs géostratégiques, etc., etc. Donc, c'est véritablement la population libyenne qui doit pouvoir commencer à revendiquer sa souveraineté, ses biens et tous les atouts dont elle dispose. Mais elle ne peut le faire que s'il y a une possibilité d'organisation à l'interne. Voyez-vous? Et donc, il faudrait bien sûr qu'il y ait des gens qui décident de s'engager avec tous les risques qu'il faut pour pouvoir mener une action déterminante qui pourra alors amener le Libyen à prendre conscience du danger qui le guette, ou du moins à comprendre que l'impasse dans laquelle le pays se trouve là fait véritablement le jeu des prédateurs extérieurs. Et donc, s'il n'y a pas cela, tous les pays, quel que soit leur niveau d'engagement dans cette lutte-là, ne pourront pas avoir une action décisive qui pourrait donner un résultat probant. Même l'Union africaine elle-même ne peut pas faire quelque chose de probant tant qu'elle ne travaille pas sur sa propre crédibilité, sur sa propre légitimité, sur son pouvoir d'action et d'influence dans le pays. Alors, on sait, Luc Abaki, qu'en décembre de l'année écoulée, les élections législatives devaient avoir lieu. Oui. En juin de cette année, les élections présidentielles, sauf que ces élections n'ont pas eu lieu. Luc, vous l'aviez prédit également. Vous pensez que cette guerre civile, la troisième, n'est que la conséquence de la non-tenue de ces élections? C'est une évidence. Et je peux vous dire avec certitude que l'Occident ne lésine sur aucun moyen pour conserver le chaos, le désordre, l'ingouvernance même, aussi bien en Libye que dans tous les autres pays où ils ont des intérêts. C'est clair que ces gens d'élections, à un moment donné... Le chaos profite aux Occidentaux. Absolument, puisque, c'est ce que je l'ai dit. Voilà, vous savez, lorsque vous allez dans un étang où il y a autant de saleté, toutes les bestioles, tout ce qu'il y a voilà, tous ceux qui peuvent être capables de profiter de ce désordre-là vont venir. Moi, je pense véritablement qu'il est temps pour le citoyen africain de refaire quand même le point de tout ce que nous avons eu à vivre en tant qu'être humain, aussi soumis, aussi dont l'esprit a été totalement colonisé. Parce que quand on parle de colonisation, c'est pas tant ce que les Européens viennent puiser en termes de ressources naturelles, minières, etc. C'est d'abord le conditionnement de l'esprit humain. Tout ce qui a été mis dans notre tête aujourd'hui et qui conditionne notre regard sur la vie doit être revu. Il faut tout simplement un travail de fond qui permette aux citoyens africains de comprendre qu'il est une créature à part entière. Un être humain, c'est d'abord toutes ses facultés, tout le dispositif dont il dispose pour pouvoir influencer son environnement. Dans ces conditions-là, tout ce que nous avons comme regard aujourd'hui dépend fondamentalement de l'éducation que nous avons reçue. Or, vous savez que nos systèmes éducatifs sont des systèmes d'abord vieillots, mais qui ont été disons, montés depuis la période coloniale. Et donc, aujourd'hui, si on ne commence pas à semer les graines de la souveraineté, les graines de l'autosuffisance, de l'indépendance absolue, et qui crée la confiance intérieure en chaque citoyen en Afrique, nous allons toujours penser que le blanc a une préséance sur nous, qu'il aurait quelque chose de magnifique et même de divin, qui légitime naturellement son influence sur l'Africain. Or, en réalité,
quand vous revisitez l'histoire, vous savez que d'abord l'Afrique étant le berceau de l'humanité, mais aussi c'est l'Afrique qui a guidé l'humanité à un moment donné pendant plus de 3000 ans en tant que puissance du monde. Voyez-vous, vous allez consulter tout simplement les empires du passé, dans l'Égypte antique et tout. C'est l'Afrique qui a toujours guidé. La science appartient à l'Afrique. Les mathématiques, tout ce que nous avons. Mais il se trouve que lorsque le blanc est venu copier ce que nous avions d'aussi génial et qui permettait précisément d'organisation sociale et l'évolution progressive, donc de cette Afrique-là, il est allé remonter ça. Il a fabriqué l'arme. Il est venu nous recoloniser pendant que nous étions encore dans cette naïveté de rester dans cette bonne foi naturelle, sans donc utiliser, sans fabriquer des outils d'autodéfense, voyez-vous, ou de défense contre le prédateur extérieur. Et donc du coup, aujourd'hui, que ce soit un dirigeant ou la population elle-même, on a comme cette tendance à penser que oui, et nous devons toujours dépendre, c'est-à-dire que sans l'Occident, sans ce que nous appelons les puissances occidentales, et aucun régime ne peut vivre, aucun pays ne peut avoir ça. Non, il faut qu'on ait le sens du sacrifice nécessaire et payer le prix qu'il faut payer. Vous voyez ce que les Maliens sont en train de faire. Ça leur coûte ce que ça leur coûte. Mais au bout du compte, lorsqu'ils vont réussir, ils vont alors donner la voie à d'autres pays pour qu'ils puissent suivre l'élan là, parce que c'est la voie du salut. Sinon, mais ça fait quand même plus de 60 ans que nous proclamons nos indépendances. Mais à quel niveau sommes-nous indépendants? Si sur le plan de la production, nous n'avons rien de conséquent, dans le commerce, nous n'avons rien de conséquent, et la monnaie elle-même, nous ne l'avons pas entre nos mains, mais dans quelles conditions nous allons proclamer notre indépendance et notre développement progressif si on ne capitalise pas le génie intérieur dont nous disposons, si nous ne faisons pas de l'être humain la richesse première sur laquelle il faut travailler, de manière que, à partir de la confiance intérieure que nous allons créer, chaque individu puisse s'assumer en tant qu'être humain véritablement, ayant des facultés qui sont destinées à travailler et à impacter notre environnement. Ça va être extrêmement difficile. Oui. Alors, le démantèlement, j'allais dire, de la Libye, Luc Abaki, on a vu, cela a eu des répercussions sur l'Afrique de l'Ouest. On voit la situation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et la situation actuelle au nord du Togo, même au Bénin, j'allais dire. Alors, vous pensez que cette guerre de plus va avoir aussi des impacts négatifs? C'est une évidence. D'abord, je crois l'avoir effleuré au départ, le fait que le régime de Kadhafi, qui avait un leadership permettant finalement de créer une conscience africaine autour des valeurs qui sont les nôtres, et qui permettrait, si vous voulez, de commencer à réorganiser la société africaine autour des fondamentaux qui permettent à une société d'évoluer. La conséquence directe, c'est d'abord la démobilisation des consciences dans toute l'Afrique. Parce qu'il n'y a plus un leadership autour d'un idéal à poursuivre. Et ça arrange véritablement les Occidentaux parce qu'en fait, c'est l'union qui va faire la force de l'Afrique. Nous sommes toujours en train de traîner avec l'héritage colonial, d'abord avec ces morceaux d'État que nous avons sur quelques kilomètres carrés. On dit, bon, nous sommes un pays, nous sommes une population avec un pays, un chef d'État et tout ça. Alors que ces portions-là ne peuvent pas permettre d'organiser quelque chose de très dynamique. Vous voyez, l'Afrique dans son ensemble fait au moins 1,4 milliard d'habitants. L'Europe, c'est à peine 500 à 600 millions d'habitants. Mais c'est l'Europe qui domine véritablement l'Afrique. Mais si on part du principe que la première richesse sur cette terre, c'est l'être humain d'abord, puisque c'est l'être humain qui valorise tout, comment il se fait que l'Europe, qui est aussi petite en termes de population, puisse alors gouverner un continent de 30 millions de kilomètres carrés avec plus d'1,4 milliard d'êtres humains. Ça veut dire que nous sommes tout simplement des garçons de course. Nous ne valorisons pas, nous ne capitalisons pas notre potentiel d'abord intellectuel, spirituel, culturel. Nous ne le valorisons pas. Et tout ce que, la preuve, nous sommes habillés en costume. Et ça fait partie de tous ces éléments-là dont nous avons hérité et que nous pensons que la vie n'a de sens que lorsque vous êtes dans cette posture-là, directeur, en banque, etc. Or, pour qu'un pays se développe, il faut de la production, il faut de la création, il faut que le génie
puisse être véritablement épanouie. Ce n'est pas que l'Afrique manque d'intelligence. Non, c'est parce que nous manquons d'éclairage nécessaire. Nous manquons de leadership qui permettent de créer cette conscience-là que nous sommes des êtres à part entière qui peuvent jouer des rôles évidents. Et donc, à partir de cet instant-là, je peux vous dire que la conséquence, elle est claire. Aujourd'hui, on nous a envoyé du terrorisme parce qu'il a fallu que la Libye et le Muammar Kadhafi s'en aillent pour que, écoutez, les armes parachutées en Libye et même les armes dont disposait la Libye soit donc ramassée et qu'elle soit déversée au Sahel et qui crée tous ces problèmes-là. Et je peux vous dire que le terrorisme, s'il n'y a pas une action dynamique entre États, entre gouvernants en Afrique de l'Ouest notamment, pour définir des stratégies qui soient efficaces véritablement à partir de la mutualisation des visions, des énergies, le terrorisme ne va pas s'arrêter parce que l'objectif c'est de reprendre tout le golfe de Guinée qui regorge beaucoup de ressources. Parce que l'Occident étant en difficulté aujourd'hui, n'ayant pas de ressources suffisantes, ne peut avoir d'avenir que si il a une marge en Afrique, pour puiser aussi bien les ressources humaines que les ressources minières et naturelles. Alors, Luc Abaki, pour chuter, qu'est-ce qui peut arrêter cette guerre en Libye? Ce n'est que la conscience nationale. Et ça, je crois que je l'ai déjà dit, il faut véritablement que, aussi bien en Libye qu'en Afrique, que les gens commencent à se dire, nous ne pouvons pas être aussi dépendants, nous ne pouvons pas continuer de mener une vie par procuration, parce que nous sommes des êtres humains. Et lorsque la nature, ou bien Dieu nous créait, il n'a pas demandé l'assistance de l'Occident. Et donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir avoir une conscience qui est simple. Supposons que l'Occident, par une action magique, disparaissait. Ça veut dire que nous, on ne peut plus avoir de vie ou quoi. Donc, à partir du moment où nous sommes des êtres humains, avec nos facultés, il faut que les gens commencent à avoir cette conscience qu'ils sont des êtres humains à part entière. Commencer à s'assumer quel que soit le prix à payer. Il faut un minimum de sacrifice. Et nous aimons trop le confort, alors que nous ne sommes pas capables de produire le confort. Et donc, dans ces conditions-là, il va être difficile. Je crois que c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Les leaders d'opinion doivent s'assumer. Les intellectuels africains doivent pouvoir prendre leur bâton de pèlerin pour agir véritablement. Si ce n'est pas le cas, je peux vous dire que l'affranchissement n'est pas pour demain. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. Libye, la guerre reprend. Que dit l'OTAN? Vous êtes journaliste togolais infini. Merci à vous. Le merci, c'est à vous. C'est un grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.